Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour corriger un examen d'introduction à l'économie. Donc, dans cette vidéo, on va voir un examen avec le corrigé d'introduction à l'économie. Donc, je vais voir avec vous le corrigé et en même temps, je vais vous expliquer en détail la réponse de chaque question pour bien savoir comment on a fait pour trouver la bonne réponse. Donc, l'examen d'aujourd'hui, comme vous voyez, il y a 5 questions. Voilà. Première question, quelle est l'approche du courant néoclassique? Justifiez votre réponse. Question de présenter les acteurs économiques en précisant la fonction essentielle de chacun. Citer les opérations des acteurs économiques sur les biens et services. Quelles sont les opérations de répartition? Et la dernière question, citer la classification des entreprises. D'accord? Donc, on va commencer avec la première question qui dit quelle est l'approche du courant néoclassique et puis justifiez votre réponse. Donc, la réponse, l'approche du courant néoclassique est une approche microéconomique. Donc, l'approche du courant néoclassique, ils ont une approche qui est microéconomique et pas macroéconomique. D'accord? Pourquoi? Justifier la réponse. Car l'approche néoclassique se concentre sur l'individu et son comportement de consommation et de production. Il considère que les personnes agissent de manière rationnelle pour maximiser leur satisfaction ou leur utilité. Donc pour les néoclassiques, les néoclassiques, ils analysent chaque individu. Il s'intéresse au comportement individuel aux agents économiques. Le comportement individuel soit au consommateur. Donc pour le consommateur, les néoclassiques, ils analysent la consommation. Et pour les entreprises, ils analysent la production. D'accord? Par contre, pour l'approche macroéconomique, il analyse l'économie dans un grand échelle, au niveau qui est général. Il analyse l'économie d'une manière qui est, on va dire, qui est générale. D'accord? Donc, il considère que les personnes agissent de manière qui est rationnelle pour maximiser leur satisfaction. Donc, les néoclassiques, ils disent que l'agent économique, bien l'individu, il agit d'une manière qui est rationnelle. Rationnelle, c'est-à-dire, il essaye toujours de maximiser sa satisfaction. Ça, c'est une règle de base pour les néoclassiques. Chaque individu essaye de maximiser son satisfaction, bien son utilité. D'accord? Ils disent que aussi la loi de la demande et de l'offre est un élément clé de cette approche, selon laquelle le prix d'un bien dépend de l'interaction entre la demande des consommateurs et l'offre de producteurs. Donc, ils disent que le prix doit être déterminé avec la confrontation de l'offre et la demande. D'accord? Les producteurs, ils mettent le produit sur le marché aux consommateurs. S'il y a beaucoup de consommation ou bien beaucoup de personnes demandent le produit, bien sûr que le prix va augmenter. Si la demande est bas, bien sûr que le prix là va être diminué. D'accord? Ça, c'est leur réflexion, bien leur philosophie. Les économistes néoclassiques considèrent également que les marchés sont efficaces et tendant vers l'équilibre en absence d'intervention gouvernementale. Ils disent aussi que il faut toujours laisser les marchés libres. C'est les marchés, c'est la loi de l'offre et la demande qui va toujours régler le marché. Il ne faut pas que le gouvernement intervienne dans l'économie. D'accord? Ça, c'est l'approche néoclassique. L'État ne doit pas intervenir. Il estime que les prix jouent un rôle important dans la coordination de l'offre et de la demande pour garantir la meilleure allocation des ressources. Voilà. Donc, plus ou moins, c'est ça l'approche néoclassique. Ça marche? Donc, deuxième question dit présenter les acteurs économiques en précisant la fonction essentielle de chacun. Donc, pour les acteurs économiques, en général, on a 5 agents économiques. Donc, on va les présenter et puis on va voir on va dire la fonction de chacun. D'accord? Le premier agent, c'est les ménages. Donc, les ménages, c'est constitué de tous les individus ou bien des groupes d'individus vivant dans un logement ou séparé.
séparés ou indépendants. Donc, les ménages, c'est des individus ou bien un groupe d'individus. Soit qu'ils vivent dans un logement d'une manière qui est séparée ou bien individuelle. C'est quoi la fonction des ménages? La fonction des ménages, première fonction des ménages, c'est la consommation. Ils consomment les biens et services. Ils consomment les biens et services. D'accord? D'où ils trouvent ou bien l'argent pour consommer. La ressource principale des ménages, c'est le revenu qu'il qu'il prend qu'il prend des entreprises. Parce que les ménages, ils travaillent comme les salariés ou bien un individu. Sa fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme des biens, il achète des biens et services, il achète des produits, du lait, du café, du sucre, des vêtements. Cet argent-là, où il le trouve? Il le trouve avec son travail. Quand il travaille dans une entreprise, chaque mois, il a un salaire. Donc, c'est ça leur ressource. D'accord? Deuxième agent, c'est les sociétés non financières. Donc, les sociétés non financières, ce sont des unités économiques dont l'activité principale est la production des biens et services marchands. Donc, comme le nom l'indique, les sociétés qui ne sont pas financières. Toutes les sociétés qui n'ont pas comme activité principale le finance. Voilà, c'est ça le deuxième agent économique. La fonction principale, c'est la production des biens et services marchands. D'accord? Troisième agent économique, c'est les institutions financières ou bien les sociétés financières. Donc, les sociétés financières, ce sont des unités économiques dont la fonction est de fournir des services marchands financiers. D'accord? Donc, la fonction principale, c'est la création de la monnaie en accordant des crédits et la gestion des dépôts des particuliers, des entreprises. Donc, les institutions financières, généralement, c'est les banques. C'est toutes les entreprises, c'est-à-dire les banques, qui ont comme activité principale le finance, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire la création de la monnaie, la gestion des dépôts des ménages. D'accord? Quatrième agent économique, c'est les administrations publiques. Donc, les administrations publiques, c'est le regroupement des organisations dont l'activité principale consiste à produire des services non marchands. D'accord. C'est ça la définition des administrations publiques. Donc, quand vous entendez euh, produire des services non marchands, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État ou bien l'administration publique, il fournit des services aux citoyens. Il fournit des services. Il donne des services. Ces services, il ne les donne pas dans le but de gagner de l'argent. Il ne donne pas ces services dans le but de gagner de l'argent. Par exemple, l'État, il fournit l'école publique, les hôpitaux, la route. Donc, quand l'État il construit des routes ou bien des hôpitaux ou bien des écoles, c'est pas dans le but de gagner de l'argent, mais il les fournit comme ça. Bien sûr, pour bénéficier, par exemple, de l'école publique ou bien de la route ou bien des hôpitaux, le citoyen, il paye un prix qui est symbolique. Donc, ce prix-là, le but, c'est pas de... Pour l'État, le but pour l'État, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est juste pour couvrir quelques petites charges. D'accord? Donc, c'est ça euh, les services non marchands, c'est-à-dire ils ne sont pas destinés à gagner de l'argent. D'accord? Donc la fonction principale, c'est fournir des services non marchands. D'accord? Cinquième agent économique, c'est le reste du monde. Donc le reste du monde, c'est quoi? C'est l'ensemble des acteurs étrangers qui effectuent des échanges avec les acteurs nationaux. Voilà, je pense que c'est très simple. Le reste du monde, c'est tous les autres entreprises, organisations qui font des activités avec les entreprises locales. Par exemple, nous sommes au Maroc. Tous les autres entreprises ou bien organisations en dehors du Maroc qui font des activités avec le Maroc, soit importation ou bien exportation, sont considérées comme reste du monde. Ça, c'est la signification. Pour la fonction du reste du monde, c'est très simple. C'est échanger avec les agents résidents, c'est-à-dire faire les exportations et les importations. D'accord? Non, on va passer aux troisième question qui dit citer les opérations
des acteurs économiques sur les biens et services. Donc, on va citer les opérations effectuées par les agents économiques sur les biens et services. Donc, parmi ces opérations, première opération, c'est la production. La production, tout simplement, ça veut dire quoi? C'est le fait de créer des biens et services, marchands et non marchands. Le fait de la production, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau ou bien de produire quelque chose de nouveau. C'est ça la production. Deuxième opération, c'est consommation intermédiaire. Ça veut dire quoi, consommation intermédiaire? C'est la valeur de la transformation des matières premières en matières produits ou semi-produits entrés dans le processus de production. Donc la consommation intermédiaire, c'est tout simplement la somme de la valeur des matières premières utilisées dans un produit. Par exemple, une entreprise qui produit des tables, donc voilà, une entreprise qui produit des tables, il aura besoin par exemple on va dire de la matière première, ou bien il aura besoin d'un ingrédient pour fabriquer les tables. On trouve qu'il y a d'autres entreprises qui ont qui travaillent juste pour produire ce matière-là ou bien ce produit-là. Ils le vendent à l'entreprise qui vend des tables pour on va dire pour l'inclure dans la table ou bien pour l'ajouter à la table comme produit final. D'accord? Troisième opération, c'est la consommation finale. Donc, c'est la valeur finale des biens et services qui sont utilisés pour satisfaire directement les besoins des consommateurs. Donc, la consommation finale, c'est tout simplement comme le fait, par exemple, d'acheter un produit pour le consommer finalement. Par exemple, si on achète des vêtements pour s'habiller, si on achète un téléphone portable pour l'utiliser à notre propre utilité. D'accord? Ça marche? Quatrième service ou bien opération, c'est l'investissement. L'investissement, c'est la valeur des biens durables acquis et destinés à être utilisés pendant une période relativement longue. L'investissement, donc c'est une opération destinée ou bien qui sert à acheter du matériel ou bien des biens pour qu'il reste d'une manière qui est durable, pour l'utiliser d'une manière qui est durable. Donc ça, c'est l'investissement. Cinquième opération, c'est les importations et les exportations, c'est-à-dire la valeur des biens et services échangés par l'économie nationale avec le reste du monde. Bon, ça là, c'est très simple. Et puis un autre élément qui est essentiel, c'est la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi, valeur ajoutée? Donc ça a permis de rémunérer les salaires, de payer les différents impôts liés à la production, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. La valeur ajoutée, c'est la somme de la valeur produite dans une production. Ça marche. Donc, dans d'autres vidéos, on aura l'occasion. Bien, je pense on a déjà expliqué comment trouver la TVA, ou bien la valeur ajoutée, les différentes manières de calcul, etc. Donc, je vais vous laisser les liens dans la description. Ça marche? Donc maintenant, on va passer à la quatrième question qui dit quelles sont les opérations de répartition. Donc les opérations de répartition, tiens, à titre de rappel, ça veut dire quoi? Les opérations de répartition. Donc après que l'entreprise produit des produits, il le vend. Qu'est-ce que l'entreprise, quand il vend des biens et services, il encaisse de l'argent. Il y a des entrées de l'argent dans l'entreprise. Donc, quand il y a des entrées dans l'argent dans l'entreprise, à la fin de l'année, qu'est-ce que l'entreprise fait? Il répartit, il fait le bilan, il fait les comptes pour répartir l'argent qu'il a gagné aux différents partenaires, aux différents intervenants dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle opération de répartition. Il répartit la richesse créée ou bien la valeur créée par les produits. Donc, on trouve plusieurs, on va dire, canaux pour répartir cette richesse-là ou bien cette valeur-là. Parmi ces canaux,
première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va rémunérer les salaires. Donc, première opération, c'est la rémunération du salaire. C'est-à-dire, c'est les salaires bruts et cotisations sociales aux charges des employés. Donc, première chose que l'entreprise fait, c'est il rémunère ses salariés. Rémunération des salariés. D'accord? Deuxième des choses, c'est les revenus de la propriété et de l'entreprise. C'est-à-dire les loyers, les intérêts, les redevances et des brevets. C'est-à-dire, une fois les salaires payés, là, on va dire les actionnaires de l'entreprise sont payés, ils se payent. Si l'entreprise a des dettes, il paye les dettes, il paye les intérêts, les loyers, etc. Aussi les impôts liés à la production et l'importation, la TVA, la taxe professionnelle, d'autres impôts. Donc aussi l'entreprise, là, il paye l'État à travers ce qu'on appelle des impôts, la TVA, la taxe professionnelle, etc. Aussi les subventions d'exploitation, donc ce sont des dons versés par les administrations publiques aux entreprises pour le soutien de l'activité économique. Là, soit l'entreprise, il donne des subventions, ou bien ils les reçoivent. Il y a les deux cas. Aussi, il y a les opérations d'assurance dommages, donc ça concerne les paiements des primes et les versements des indemnités pour le règlement des incertes, c'est-à-dire les accidents, les incendies, les vols, etc. C'est tout ce qui est assurance. Donc là, l'entreprise aussi, il verse une partie aux assurances. Aussi les transferts courants, donc sans contrepartie, c'est-à-dire les impôts sur les bénéfices, et voilà. Ça marche. Donc c'est ça les différentes opérations de répartition. Ça marche? Donc maintenant, on va passer aux cinquième question qui dit citer la classification des entreprises. Donc, à préciser que la réponse de cette question, ça concerne on va dire, la classification juridique. C'est-à-dire que là, on va classifier les entreprises selon le critère juridique. On a déjà vu dans un autre examen qu'on peut classer les entreprises selon plusieurs critères. Social, économique, juridique, etc. Maintenant, c'est juridique. Donc, on trouve que en grande partie, ou bien les deux grandes parties, il y a les entreprises privées, il y a les entreprises publiques. Donc, à gauche, comme vous voyez, il y a pour les entreprises privées. Aussi, il y a plusieurs. On a les entreprises individuelles. Donc, les entreprises individuelles, comme le nom l'indique, c'est individuel. On trouve une personne. Aussi, deuxième catégorie, il y a les entreprises sociétaires. Donc, pour les entreprises sociétaires, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les sociétés de personnes, on trouve SARL et on trouve les sociétés de capitaux. D'accord? Pour les sociétés de capitaux, il y a les sociétés en commandité par action et les sociétés anonymes. D'accord? Voilà. Pour les entreprises du secteur public, on trouve deux grandes catégories. On a on va dire les entreprises semi-publiques et les entreprises publiques, c'est-à-dire les entreprises euh, détenues partiellement avec l'État, détenues partiellement par l'État, c'est-à-dire moitié par l'État, moitié individu, moitié privé, ou bien d'autres catégories, c'est les entreprises nationales, c'est-à-dire des entreprises que l'État possède 100% des actions. D'accord? Je pense qu'on a déjà donné des exemples dans d'autres vidéos. Voilà, donc c'est ça, une petite schéma qui résume ça. Et voilà, donc si vous voulez ou bien si vous voulez d'autres questions d'examen, donc je laisserai le lien dans la description, le résumé d'introduction à l'économie, je laisserai le lien dans la description. Si vous voulez que je vous accompagne jusqu'à améliorer votre niveau de communication en français, parler français couramment, je vous laisserai le lien aussi dans la description. Vous cliquez ou bien vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.